des pillages dans les caisses de l'État et de l'oppression, c'est-à-dire chosifier le peuple congolais. Le programme de ceux qui disent, ok, à 20 jours, allez mais déposer les bulletins dans les trucs. Mais les bulletins, ils deviennent les bulletins nuls. Ça signifie que quand on va proclamer le messieurs de la majorité. Et donc, nous disons changement. Le peuple, c'est vous qui donnez le pouvoir. Allez-y, contrôlez les bureaux de vote, nous nous organisons, ne vous en faites pas. Le travail, nous l'avons terminé depuis avant-hier par nos cellules électorales. On couvre l'ensemble du territoire national. PV à l'appui, restez devant le bureau, on affiche, vous photographiez, vous, la population, vous proclamez les vainqueurs avant même de la CENI. Ils disent qu'ils vont le faire le 24, faites-les même le 23 à 3h du matin. Faites-les. Merci. Merci beaucoup, Président. La question suivante, c'est pour le Président. Que signifie la politique pour vous? Est-ce que c'est pour un intérêt personnel ou quoi? Non. Juste une petite précision sur le vol de Walikale. Précisément pourquoi ça a été. Ça n'a plus eu lieu. Okay. Oui, nous vous avons dit dans l'avion, même en arrivant ici, même dans les boutiques, nous devions aller à Walikale. Mais pour aller à Walikale, il faut la logistique. Par route, les habitants de Goma, ils sont dans cette salle, n'est-ce pas? Par route, ça prend combien de jours? Vous pouvez répondre à haute voix comme ça, notre ami Boujaké vient de Kinshasa. Ça prend combien? C'est combien de kilomètres d'ici? Il n'a pas plu. C'est combien de kilomètres? C'est 100 kilomètres 4 jours, mon frère. En plus, on dit quand il n'a pas plu. Quand il n'a pas plu. Et donc voilà. Merci. Merci beaucoup. Oui, donc la politique, laissez-moi vous dire, que la politique, pour moi, je la considère comme un sacerdoce. Donc, c'est-à-dire ce que vous voyez chez les prêtres qui choisissent le célibat pour mieux se donner au salut des âmes. Eh bien, c'est pareil pour moi, sauf que moi, je n'ai pas choisi le célibat comme eux, mais j'ai choisi le salut de nos compatriotes. Je suis en politique à la suite de mon mentor, de mon leader charismatique, Étienne Tshisekedi, pour faire comme lui. Lorsqu'il me parlait de ce pays, de son amour pour ce pays et pour son peuple, j'ai retenu ça et j'en ai fait un devoir. Moi, j'aime le Congolais, j'aime le Congo, mon pays. Et c'est pour ça que je me suis lancé dans cette politique. Je suis fatigué de voir le tribalisme, le clanisme et tout ça. Ce sont des choses que je vais éradiquer. Je suis fatigué de voir la médiocrité, de voir le chômage, l'oisiveté. Nous avons une jeunesse dynamique, ingénieuse, qui peut apporter beaucoup de bonnes choses, mais qui est mal encadrée, qui est mal orientée. Eh bien, c'est pour ça que je me jette en politique. Pas pour dicter quoi que ce soit, mais pour impulser, amener à faire les choses autrement dans ce pays. Et après les mandats qui seront les nôtres, la mission qui sera la nôtre, je vais me retirer et je vais me consacrer à la fondation qui porte le nom de mon mentor, mon leader, Étienne Tshisekedi, la fondation Tshisekedi, pour promouvoir, continuer à se battre pour les valeurs de démocratie, les valeurs de bonne gouvernance, de transparence dans la gestion, lutter contre les antivaleurs, comme la corruption, lutter contre le tribalisme, le clanisme, lutter contre les divisions entre les gens, apprendre à faire évoluer et à faire développer notre pays. Moi, le Congo, c'est ma passion, c'est vraiment l'engagement que j'ai en politique. Le Congo et les Congolais. Voilà pourquoi je fais de la politique. Merci beaucoup, Monsieur le Président, vous avez l'autre question. Certains candidats sont pour la machine à voter à moins de 20 jours. Ils ont demandé nos populations de partout d'aller et arriver et inscrire le nom sur un papier et déposer les bulletins et déposer dans les urnes. Qu'est-ce que vous pensez, comment ça va se passer? Très bien. Donc, commençons par là. Vous arrivez dans le bureau de vote où il y a la machine qui est prévue. On est à presque 18 jours, je crois, du scrutin. Donc, ça veut dire que cette machine, on ne l'enlèvera plus. Ce n'est pas en 18 jours qu'on va qu'on va imprimer des bulletins. Donc, on ira, c'est clair maintenant, aux élections avec la machine à voter. Donc, imaginez, l'électeur rentre dans le bureau, il arrive devant la machine, on lui donne le papier à introduire, lui, il met le numéro 20.
et puis il va le glisser dans l'urne. Conséquence, le bulletin sera considéré comme nul. Vous prenez un électeur du candidat Emmanuel Chadal, qui lui va suivre les instructions et voter pour Emmanuel Chadal. Son bulletin sera considéré comme valable. Résultat des courses, à la fin du scrutin, au moment du comptage, les bulletins candidats numéro 20 seront tous annulés. Parce que, clairement, ils n'ont pas été remplis, ils n'ont pas respecté les conditions requises. Ce qui est tout à fait normal. Et ce sera la voie tout tracée quand Emmanuel Chadari qui gagnera avec ce qu'il y aura eu comme bulletin mis en son nom. Donc, c'est clair que cette stratégie est une stratégie qui consiste à faire avantager le candidat de la Kabylie. Or, nous, qu'est-ce que nous disons? Dès le départ, et d'ailleurs, je vais faire permettez-moi en tout cas rapide de faire un bref retour pour vous dire quelle est la position de l'UDPS, mon parti, et aussi la position de l'UNC, le parti de Vital Kamerhe, avant le dépôt de toutes les candidatures, c'est-à-dire au mois de juin. Nous étions pour une concertation entre nous opposants afin d'adopter une même position vis-à-vis de la machine. Et notre idée est de dire, voilà, ne déposons pas les candidatures, faisons pression pour qu'on retire la machine. Vous savez quelle est la première formation politique ou regroupement, quel est le premier regroupement politique qui a déposé ces candidatures? C'est Ensemble. Premier regroupement, c'était le même dimanche 23, je pense, ou si pas le lundi 24, qu'ils ont déposé leur candidature. Tout le monde avait fait ça. Et le MLC s'apprêtait à le faire aussi. Quand nous nous sommes concertés, nous avons compris que si nous ne le faisions pas, on allait avoir la révolte de nos propres candidats. Et nous savons ce que ça veut dire. À l'UDPS, en 2006, nous avions boycotté les élections. On a dû gérer une très longue crise, et grave d'ailleurs, au sein du parti. Surtout que moi, ça est tombé malade et ça avait vraiment amené vraiment des secousses graves dans le parti. Nous savons ce que c'est. Nous avons dit, nous sommes comme Chaudé, nous allons refaire la même expérience. Il faut autoriser nos candidats de aller déposer leur dossier. Alors là, maintenant, il faut réfléchir sur la chose à faire, parce que maintenant, nous n'avons plus de moyens de pression, étant donné que tout le monde a déposé sa candidature. C'est ainsi que l'UDPS a réfléchi et a essayé d'amener tous les autres amis sur cette question, en disant, voilà, puisque maintenant, nous avons déposé nos candidatures et que nous n'avons plus de moyens de pression, par avant, on pourrait au moins dire, nous ne déposons pas, nous appelons la communauté internationale et le peuple congolais à constater qu'il y a une injustice dans cette histoire de machine. Nous ne voulons pas de la machine. Tant qu'elle sera là, nous ne déposerons pas nos candidatures. C'est un bon moyen de pression. Mais là, on n'en avait plus étant donné que les candidatures étaient déposées. Donc, il fallait réfléchir autrement. Et la réflexion, c'était de dire, OK, maintenant, puisque la machine est là, et apparemment, c'est là parce que je vois pas qu'il nous gêne avec ça, réfléchissons sur comment contourner cette machine. Voilà comment, de fil en aiguille, nous avons tissé cette réflexion en disant, voilà, la première des choses à faire pour ça, c'est de mettre des témoins partout. Si nous avons des témoins partout, ben cette machine ne pourra pas, en tout cas, elle ne sera pas nuisible au moment même du scrutin, parce qu'on est dans le bureau, notre témoin est là, il voit tout ce qui se passe, donc on ne peut rien faire avec ça. Après, il y a le dépouillement, et nous avons notre PV. Donc si après ça, eux vont utiliser la machine pour changer les chiffres ou pour compiler avec de je ne sais quel fichier, parce qu'on ne parle pas de ça, on a parlé que de la machine, mais moi je trouve que le fichier électoral était beaucoup plus dangereux. Mais au moins, tant pis pour eux, là, nous avons nos PV, nous pouvons les brandir, les compiler et dire voilà les vrais résultats du vote. Et à ce moment-là, ceux qui parlent de l'article 64 et tout ça, mais les conditions sont réunies. Là, le peuple, fort de sa vérité, peut dire non, celui qu'on a proclamé comme vainqueur n'est pas le vrai vainqueur. Et là, même la communauté internationale peut nous donner raison. Voilà comment nous, on a réfléchi. Mais non, c'est parce que ça ne faisait pas le jeu de quelques individus
qu'on a dit, voilà, il fallait les diaboliser, penser que voilà, puisqu'ils sont pour la machine, ils sont avec le pouvoir. Jamais. Je viens de vous démontrer qui était contre la machine. Et je vous dis, c'est vérifiable sur le terrain. Demandez à M. Pierre Lumbi, je l'ai appelé personnellement, pour dire, Moukouba Pierre, comme je l'appelle affectueusement, réunissez tous les amis de l'opposition, voyons-nous et prenons une position contre cette machine. Nous, à l'UDPS, nous n'en voulons pas. Nous voulons que nous conditionnons le dépôt de nos candidatures au retrait de la machine. Il a balbutié dans sa réponse, il m'a promis une suite qui n'est jamais venue. Et le dimanche, jour même du démarrage, on apprendra qu'Ensemble a déposé partout. Qu'est-ce que vous vouliez qu'on fasse à ce moment? Qu'on ait une opposition à deux vitesses, une qui dépose et l'autre qui est en dehors? Qu'est-ce qui se serait passé à votre avis? Mais la situation aurait évolué avec ceux qui ont déposé. Et nous, nos candidats allaient nous en vouloir. On allait créer une crise au sein du parti. Les gens allaient dire, mais pourquoi vous nous avez refusé? Regardez les autres opposants ont fait. Et là, voilà, l'éternel reproche qu'on fait à l'UDPS, la chaise vide, ne paye pas, etc. On a dit, bon, on y va quand même. On fait comme les amis. Mais on réfléchit sur la manière de faire. Et voilà, en réfléchissant, comment nous sommes arrivés à dire, avec ou sans la machine, nous y allons. Et vous voyez que ça a payé aussi. Parce que la vraie intention du pouvoir, c'était de ne pas organiser les élections. Et donc la machine leur servait d'épouvantail. En maintenant la machine, l'opposition n'allait pas venir, ils allaient avoir deux choix. Donc soit ils continuent avec leur candidat, ou bien ils disent, mais puisque l'opposition n'est pas venue, on ne peut pas organiser les élections, il faut commencer à imprimer d'autres bulletins. Eh bien, à cause de l'opposition, on va avoir un glissement. Donc tout aurait été incombé à l'opposition. Mais maintenant que nous avons dit, avec ou sans la machine, nous voulons les élections, vous voyez que la pression est allée dans leur camp. Parce que selon certains analystes, ils ne sont pas prêts, les conditions ne sont pas réunies pour le 23 décembre. Maintenant, la peur a changé de camp, elle est chez eux. C'est eux qui paniquent, ils doivent nous donner de bonnes élections le 23. Parce que nous avons dit, avec ou sans la machine, nous les voulons. Alors vous voyez que c'est du blabla tout ça, qu'on vous raconte parce qu'on veut vous prendre pour des gens qui ne réfléchissent pas. C'est faux, ne vous faites pas avoir avec ce discours. Nous ne voulons pas, évidemment, nous n'avions pas souhaité une élection avec la machine à voter, mais puisqu'elle nous est imposée et que nous n'avons que cette voie-là, celle des élections, pour arriver à l'alternance, eh bien, nous choisissons d'y aller quand même, avec le soutien de notre peuple, de nos compatriotes qui veulent tous le changement. Nous y arrivons. Voilà la vérité. Cette question, elle est tellement importante, Monsieur le Président, que je voudrais confirmer ce que vous avez dit. Vous avez oublié que je vous avais appelé pour vous dire, mais je suis étonné, puisque nous avons fait une déclaration avant. Tout le monde a déjà oublié. Les journalistes, il y a des fois, vous m'étonnez. Nous avions déjà fait une déclaration commune, nous tous, pour dire, tant que cette machine est là, nous ne déposons pas nos candidatures. Mais quand j'ai appris que les amis d'Ensemble ont déposé, j'ai appelé les amis du MLC, croyant que bon, ils sont pauvres comme nous aussi. Ils disent non, 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 nous on est prêts, nous on va déposer partout. Résultat, regardez, Ensemble c'est plus de 2000 candidats, hein, quand vous prenez tout Ensemble réuni. Plus de 2900 candidats. Calculé en termes de $1000 par candidat, $630 pour les candidats députés provinciaux. Et ça, nous on ne peut pas se le permettre. Vous regardez les MLC. C'est le premier parti de l'opposition à avoir le nombre de candidats partout. C'est quand même curieux. Et ils ne vont pas nous dire que c'est les militants qui ont cotisé. Je n'ai pas vu les militants de Goma cotiser ici. Alors quand on acquise les gens, il faut faire attention. Et nous disons aussi que la machine est là. Maintenant, nous faisons quoi? Mais vous semblez oublier que les leaders, l'autorité morale de Ensemble, a même risqué sa vie pour se battre, pour venir déposer la candidature dans un processus avec machine à voter. Mais c'était une candidature pour faire quoi? Mais vous semblez oublier que le leader du MLC a déposé sa candidature et nous avons eu la tripartite avec lui, avec le président Félix Tshisekedi. Comme nous sommes des hommes d'État, nous n'allons pas révéler ici des choses que nous nous sommes dites en privé. Mais c'est toujours la machine est là. Mais vous semblez oublier, vous journalistes, et comment nous parlons, le MLC est allé à cassation, recours. Donc ils se battent, non, non, il faut que notre candidat revienne dans le jeu avec la machine. Toute la machine est toujours là. Il ne faut pas nous dire, vous souffrez le chaud et le froid.
évitons le populisme. Moi, je n'ai pas besoin pour mon candidat, pour répondre à la question, il est le candidat de l'UNC aussi désormais, il faut le savoir. Nous n'avons pas besoin d'être félicités sur les réseaux sociaux. Non, nous voulons dire la vérité, rien que la vérité au peuple congolais. Allez voter en nombre et surveiller les bureaux de vote. C'est le moindre mal pour le moment parce que ça nous ouvre la voie à l'application de l'article 64. Mais si nous n'allons pas voter, ça signifie quoi? L'alternative, c'est quoi? Il faut discuter avec Kabila. Donc, vous voulez une transition avec Kabila alors? Oh, nous n'en voulons pas. Ça se termine le 23 décembre. Pour nous, Kabila, à partir du moment où il a dit qu'il n'est plus candidat à sa propre succession, c'est Chadari qui va échouer le 23 décembre. Et l'histoire de Kabila et la Kabylie aura pris fin ces jours-là. Et alors, vous voulez que nous fassions l'histoire à la burundaise? Non. Nkurunziza, les opposants, vous avez oublié, et les journalistes, vous êtes ici, vous savez que les opposants burundais, ils étaient plus virulents que nous. Et la population suivait de partout. Les gens sont morts. Mais à la fin, ils ont dit, nous boycottons les élections. Et ils ne savaient pas que c'était ce qu'un Nkurunziza voulait. Mais aujourd'hui, les opposants, ils sont où? Qui est au pouvoir aujourd'hui au Burundi? La communauté internationale peut vous dire, on va vous encourager. L'Église va vous dire, nous serons derrière vous. Mais à un moment donné, quand ça tire sérieusement pendant une semaine, on dit, non, non, la paix d'abord, il ne faut pas qu'il y ait beaucoup de morts. Les mêmes qui vous ont dit qu'il faut tenir bon. Non. Et c'est facile quand on n'est pas sur le terrain de parler de tenir bon. Non, nous pensons que le peuple doit se soulever contre la tricherie les jours même où on va oser dire que ce n'est pas le candidat de l'opposition, bien de l'opposition qui a gagné, puisqu'au regard du bilan actuel, et le peuple le dit, que nous ne voterons jamais pour la continuité de nos souffrances. Le peuple le dit. Et alors, quel autre peuple on va importer pour venir faire élire Ramazan Chadari? Il n'y en a pas. Président, je voulais le dire avec votre permission et affirmer encore, puisque la question m'a été posée, il est bel et bien Félix Tshisekedi Tshilombo, candidat numéro 20, et de l'IDPS et de l'INC. Pour ceux qui avaient des doutes, vous êtes fixés. Merci beaucoup, Président. Vous avez anticipé sur plusieurs questions. Je crois que ça aiderait les amis. Si je devais m'en tenir au temps, mes 30 minutes sont épuisées. Mais avec votre autorisation, nous allons prolonger de quelques minutes. Mais je voudrais honorer les femmes. Je voudrais donner la possibilité à 3 femmes de poser des questions. Femmes, on va poursuivre. Même, sinon on va donner les quotas aux hommes. Il y a une femme. On va peut-être vous avez posé votre question. Et ceux qui auraient oublié, hein, les téléphones restent éteints ou en mode vibration. Je suis Madame Lucienne Damoso, éditrice du magazine La Gazette. Ma question s'explique, je m'appelle Président Félix. Pensez-vous vraiment que vous avez convaincu la population de Goma après votre meeting d'hier? Merci beaucoup. Il n'y a pas d'autres femmes. Voilà. Les jeunes. Allez-y, madame. Moi, c'est Rose Bajala, je suis journaliste de la presse écrite. Je voulais juste demander à Franco, c'est une question que je vais poser à notre président. C'est par rapport aux journalistes. Quelle est la part des journalistes dans notre campagne? C'est-à-dire, préciser un peu, préciser. Quel est le rôle de la presse? Quel rôle vous attribuez à la presse? Ce que je souhaite, ce que je souhaiterais ou bien ce que je constate. Ce que je pourrais recommander aux journalistes. Voilà, exact. Ok. À côté, il y a une dame. Je termine avec les dames. J'avais dit 3 dames et puis on... Allez-y, allez-y. Laissez les dames quand même. Je voulais aussi RTGP. Je voulais aussi savoir que si vous ne serez pas aussi déçus du fait qu'à Genève, vous avez été trahi par l'opposition et que vous, l'un de vous ne craint pas que l'autre le trahisse. Et il y a Goma cette fois-là, ça se passe à Goma ou quoi? D'accord, ça merci. Va, on arrête. Comme on avait pris 5, je peux prendre 5, Président. Non, on en avait pris 3. J'ai pris 3 questions. Ah oui, mais pas celles sont, oui, on peut rajouter 2. Au fond, oui. Ici, monsieur au fond en lunettes, une question. Et ici, je vais prendre. Prenez, allez-y. Ma question est de savoir
on sait quand même que l'UDPS et l'UNC sont des grands partis politiques, quand bien même manque beaucoup de moyens, mais nous observons sur le terrain, après le lancement de votre campagne électorale, qu'il n'y a pas d'engouement. Il n'y a pas d'engouement aussi. Il y a un manque de visibilité digne pour une campagne électorale d'un président de la République. Bref, nous ne voyons pas des indices ou gadgets de campagne pour cette dernière candidature. Merci. Merci. Là-bas, j'ai pris beaucoup de gens de l'autre côté. Oui, monsieur Angonette, on termine par vous. Je suis Eric Songo des Infos Kivu et correspondant de Côte-Dynamique. Monsieur le Président, dans vos propos, d'une part, vous taxez les gens dans la Mouka de jouer les jeux de la Kabylie. Non. En disant Il a dit ça. que résister toujours la machine à voter, c'est baliser les chemins pour les locaux. Et d'autre part, affirmer que eux ne jurent que par les retraits de la machine à voter du processus électoral. Alors, ma question est la suivante. Si une fois le 23 décembre, nous avons les élections et que Martin Fayoulou, qui est le candidat du camp d'Abouka, arrive à remporter ces élections, quelle sera votre réaction? Merci beaucoup, Président. On s'arrête là, dans ce premier temps. Président, vous avez... Nous allons continuer jusqu'à quelle heure? Vous avez la question, que pensez-vous est-ce que vous avez convaincu la population de Goma? C'est mesdames dans les questions. Oui, ça va. Merci, madame, pour la question. Je crois que tout candidat, après avoir étalé une partie de son programme ou son programme, et à travers la réaction qu'il a de son audience, tire les conclusions. Et hier déjà, le premier des constats que j'ai fait à notre arrivée, c'était suite à l'affluence. Je voyais déjà qu'il y avait une confiance déjà de la population. Et malgré la pluie, évidemment. Ensuite, l'affluence qu'il y avait dans ce stade Afia, qui est ce qu'à Kinshasa on aurait peut-être appelé Grand Liboulou. C'est vraiment... Et d'après certaines informations, c'est un Grand Liboulou qui a englouti beaucoup de partis politiques, beaucoup de leaders politiques. Quand je vois ce que nous avons fait comme affluence et la joie avec laquelle nos compatriotes ont quitté les lieux, je peux conclure que nous les avons convaincus. Nous. Parce qu'il n'y avait pas que mon discours, il y avait celui du président Vital qui a bien explicité les dessous de ce qui s'était passé à Genève. Et je pense que nous les avons convaincus. Mais pour le savoir avec précision, il faudra attendre le soir du 23 décembre lorsque les bureaux de vote seront dépouillés. Donc à ce moment-là, nous saurons. Mais je suis convaincu de les avoir convaincus. Voilà. La deuxième question, c'est la politique de la presse, des médias. Oui, bon, vous m'avez demandé de vous dire ce que je recommande, mais permettez-moi avant de vous dire ce que je souhaiterais faire ou voir faire de la presse. D'abord, c'est lui garantir la liberté. Mais au moment où je vous garantis la liberté, je vous fais aussi cette recommandation. Faites attention de ne pas confondre liberté et libertinage. Mais ça, vous devez mieux le savoir que moi parce que vous avez été formé à ce métier. Et vous appelez ça, je crois, déontologie. Donc, vous le savez. On ne peut pas, dans la presse, faire le relais de rumeurs ou faire le vent des choses qui sont diffamatoires vis-à-vis des individus dont on parle. Donc, faites bien attention. Mais moi, je suis un militant de la liberté de la presse. C'est très important. On ne peut plus voir dans ce pays, quand bien même ils auraient fauté, des hommes ou des femmes de la presse emprisonnés
Et c'est peut-être ici l'occasion de lancer un vibrant appel à la libération d'un de vos confrères qui est injustement retenu en prison, Peter Siani, pour qu'il soit libéré. Ça, c'est des choses qui n'arriveront pas sous notre égide. On n'arrêtera pas. Si il y a un journaliste ou une journaliste qui, par ses propos, blesse, eh bien, nous aurons les organes judiciaires nécessaires pour s'occuper de cela. On portera plainte en diffamation et il ira se justifier, il ou elle. Mais il n'est pas question de faire arrêter arbitrairement, sans lui donner ses moyens de défense, un journaliste ou une journaliste, parce que simplement on a été critiqué, on s'est senti blessé. Je peux comprendre qu'on se sente frustré, mais il faut suivre les voies légales pour cela. Et une autre chose aussi que j'aimerais, pour laquelle je me battrai, ce sera comment on appelle ça, les subventions qu'il faudra donner à la presse. Parce que notre presse, et c'est ce qui fait peut-être aussi cette fragilité que l'on constate en son sein, au sein de certains, c'est parce qu'elle n'est pas subventionnée. Il faut faire sa promotion, il faut que l'État fasse la promotion de la presse en subventionnant les organes, afin qu'ils améliorent la qualité, évidemment, et des journalistes et du service donné à la population, présenté à la population. Donc ça, c'est très important de le faire et nous y veillerons. Parce que, pour nous, la presse doit être le quatrième pouvoir. Vous savez, dans l'état de droit que nous allons instaurer, eh bien, la presse, à part les services judiciaires, etc., qui vont faire des enquêtes sur la gestion de l'État, mais la presse aussi a un pouvoir de gestion de l'État. La presse peut éplucher des dossiers qui peuvent éclabousser certains dirigeants politiques qui sont dans une situation de mauvaise gestion. Donc, je pense que c'est très important que la presse congolaise arrive à maturité, à un niveau très élevé, qui fera qu'elle accompagnera ou qu'elle elle gérera la République au même moment, mais de manière parallèle évidemment, que les gestionnaires, les mandataires publics désignés par le peuple congolais. Donc c'est vraiment important pour cela et nous y tenons très particulièrement. Merci. Président, la troisième question, c'est que est-ce qu'après Genève, il n'y aura pas clash à Goma ou à l'étape de Kananga ou de Mboussima? Non. Mais il faudrait qu'on réponde à deux, parce qu'il ne faut pas que je réponde à sa place non plus. Vraiment, je souhaiterais que moi, je suis déjà... je souhaiterais que le président Vital le dise aussi, parce que c'est aussi une forme d'engagement qu'on prend aussi, cette fois-ci, devant vous, et à travers vous, devant notre peuple. Ce n'est pas comme à Genève où on était entre 4 murs et à 7 individus. Ici, nous le faisons devant le peuple. Je crois que je suis d'un parti qui a déjà démontré que c'est un parti qui reste constant dans son engagement, dans sa détermination, dans sa revendication. Et qui reste surtout respectueux de l'autre. L'autre, c'est-à-dire le partenaire politique. L'UDPS, mon parti, et que j'ai l'honneur de diriger aujourd'hui, n'a jamais trahi son pays et ne le trahira jamais. C'est le cas aussi de l'UNC, n'a jamais trahi, il faut le dire, mais je laisserai à notre frère Vital le soin de le faire. Et là, je dis, nous sommes dans cet arrangement avec lui, et à travers lui, son parti, sa coalition, son regroupement, pour 10 ans. Et reposez-moi peut-être la question dans 10 ans. Là, je vous dirais, ah oui, suite à cette expérience, l'UDPS maintenant choisit d'aller seul ou avec X ou Y autres regroupements, c'est autre chose. Mais avant les 10 ans, nous nous en tiendrons à ce que nous avons convenu. C'est-à-dire, nous allons gouverner ensemble la RDC demain et en alternance. C'est ce que nous nous sommes convenus et nous allons nous en tenir à cela. Je le dis devant témoins,
ce que nous disons va rester consigné. Et vous allez voir que ce sera la part que j'effectuerai au nom de l'UDPS. Merci beaucoup, Président. Il faut suivre ce que vous êtes en train de dire jusqu'à. Merci beaucoup, Président, pour avoir réaffirmé cet engagement de l'UDPS. Je voudrais aussi ici non seulement affirmer l'engagement de l'UNC, mais l'engagement personnel en tant qu'acteur politique. Félix et moi, nous ne nous connaissons pas d'aujourd'hui. Donc, nous avons le seul défaut, peut-être c'est la seule qualité, c'est de dire chaque fois la vérité. Il y a des fois que la vérité blesse. Moi, je n'ai pas de langage caché. C'est pourquoi on dit, mais qu'est-ce qu'il a fait encore là? Je peux prendre un exemple. On devait signer un communiqué au MLC le soir de la publication des candidatures. Oui. Nous avons amendé les communiqués. Il est 22 heures. Mais je suis quand même responsable d'un grand parti et ma tête fonctionne. Mais on me dit, voilà, Félix Tshisekedi et Jean-Pierre Bemba seront invalidés. C'est écrit noir sur blanc dans les communiqués. J'ai dit, mais j'ai un délégué à la CENI, monsieur. Il dit, non, nous aussi, les MLC, on a une déléguée à la CENI. Mais je dis, bon, alors, si c'est comme ça, c'est pas grave. Au lieu de signer un document où quelqu'un va s'invalider lui-même, alors que les vrais invalidés, on va les connaître après, mais pourquoi on n'attendrait pas une heure après la publication de la liste? Nous revenons ici au siège du MLC, avec notre communiqué prêt, on remplit seulement les noms. Bon, tout le monde a signé, mon frère Félix a signé, mais en principe, comme c'était un acte privé, c'est pas grave. Mais si c'était dans les droits administratifs, il a dit, ah non, le président Félix s'est invalidé, puisque finalement, Félix n'est pas invalidé, c'est Mouzito et Jean-Pierre Bemba. Mais voyez, quand vous dites ça, mais tout de suite, si les réseaux sociaux, oh, caméra, encore, donc on revient aux gens de réfléchir. Mais je suis là dans un parti, et en face d'un parti où on aime la réflexion. Depuis que nous sommes avec des PES, mais chaque fois je parle à mes collaborateurs, les Billy, les Lydie qui sont là, les Michel Boto, je dis, mais IDPS, Félix, c'est pas facile. Tout le monde a voix au chapitre, dont le parti se gère réellement à la base. C'est une expérience que je suis en train d'acquérir. Se gère, non même le président de la jeunesse. Mais je l'ai vu hausser le ton, mais j'ai regardé. Mais Billy le fait de temps en temps chez moi, mais à un moment donné, il peut quand même se taire. Mais après, j'ai compris que ça, c'est quelque chose que je viens de prendre du côté de l'UDPS. Même si nous avons des structures à la base, il faut laisser les gens s'exprimer, laisser les parlementaires debout là parler, les écouter, être à l'écoute. Ceci dit, je voudrais vous promettre la main sur le cœur que non seulement je ne veux pas trahir Nairobi, mais Félix Tshisekedi sera président, puisque tous les efforts seront faits pour qu'il soit président. Et il va avec nous. Ce n'est pas un accord à sens unique. Quand vous êtes en face de quelqu'un qui n'est pas glouton, ça fait aussi plaisir. Puisque d'autres vous disent, non, choisissez-moi comme candidat, le reste on verra. Le reste on sait comment ça se passe. Le reste c'est toujours, tout est pour moi. Vous devez me suivre, c'est moi le meilleur. Tout c'est pour moi. Mais là, quand vous voyez un candidat président de la République qui cède la primature, le ministère de la Défense, les infrastructures, les finances, la Banque centrale, ça signifie qu'il n'a pas l'intention de voler. Ça signifie qu'il a confiance en moi. Il sait que moi aussi, ça ne sera pas de poste strictement INC, non. Ça sera le poste du gouvernement et on va mettre les gens compétents à ce poste-là, puisque pour nous, il n'est pas question de partager les gâteaux. C'est question de réussir la politique et le programme qu'on a fini d'harmoniser et qu'on va présenter dans l'étape de Kananga ou de Mbujimaï. Le président va décider, ou de Bukavu, puisque le programme est déjà prêt. Vous suivrez à travers la magie de la presse ce programme harmonisé et vous verrez que c'est le meilleur programme. La jonction IDPS, INC, ça fait des unions. Et le président a trouvé quelque chose d'extraordinaire. Union pour la démocratie et le progrès social de la nation congolaise. Oui, c'est incroyable. Moi, j'étais étonné. Donc, on trouve les deux signes des partis là-dedans. De ces partis pour toujours. Le président, la question qu'on vous a posée, c'est la question de Angouema. Là, il voulait faire allusion, je crois, aussi au signe. Bon, je ne sais pas. Ouais. Bon, déjà, j'aimerais m'inscrire en faux quand vous parlez d'engouement. Nous sommes arrivés le 27 novembre à Kinshasa
la campagne avait déjà démarré depuis 5 jours. Quand vous parlez d'engouement qu'il n'y a pas, ça me dépasse. Parce que ce qui est arrivé ce jour-là, que l'on peut mettre dans le cadre de la campagne, en fait, parce que c'était un retour du ticket gagnant, qui est déjà en campagne à ce moment-là. Mais cet engouement prouve qu'il y a de l'engouement, j'allais dire. Par contre, il n'y a pas de visibilité. Peut-être que c'est ça que vous auriez voulu dire. Le drapeau, mais la visibilité, cher monsieur, cher frère, c'est par rapport aux moyens. Et ne croyez pas, parce que je suis convaincu que les Congolais aujourd'hui ne sont plus dupes. Aujourd'hui, notre malheur a développé le sens, une maturité extraordinaire. Je peux dire aujourd'hui que politiquement, le peuple congolais est l'un des plus matures en Afrique. Politiquement, j'entends. Et grâce peut-être à cause de toutes ces souffrances endurées, et toutes ces dictatures vécues, etc. Et cette visibilité, c'est vrai qu'il nous fait défaut aujourd'hui faute de moyens, mais on espère que ces moyens viendront. En tout cas, les bonnes volontés se manifestent de plus en plus. Peut-être que demain, nous aurons aussi un avion mis à notre disposition. Dieu seul sait. Et cette visibilité qui nous fait défaut est compensée par la maturité de la population. Et nous pensons que le plus important pour nous, c'est d'aller vers nos compatriotes. Donc, comme nous sommes venus à Goma, c'est dommage pour l'étape de Walikale, mais nous espérons que ça fera des émules. Le message de Goma ira jusque-là. Mais demain, après-demain, nous irons à Beni Boutembo, tout ça. Là-bas, Beni Boutembo, nous observerons vraiment un deuil. Ce n'est pas un lieu de réjouissance ni de démonstration. Il faut aller vers la population, essayer de résoudre, entendre en fait quels sont leurs problèmes réels sur ces horreurs nous infligées par ces fameux ADF Nalou que l'on ne voit jamais, qui sont invisibles mais qui font tant de mal. Aujourd'hui, cette ville est attaquée par Ebola. Il faut savoir comment ça se passe d'abord. Est-ce qu'il faut encore plus d'aide? Voilà. On va s'incliner à Boutembo sur la tombe de Monseigneur Catalico, etc. Donc nous rencontrerons les communautés locales pour savoir comment est-ce que nous pouvons arriver à une paix définitive là-bas. Mais tout ça, je crois que c'est efficace parce que c'est le contact. Et quand le contact est établi, vous pouvez venir avec vos mensonges parce que vous avez l'argent de l'État qui vous permet de faire des affiches grandes comme des immeubles et tout ça. Je ne pense pas que les Congolais sont dupes. Ils ne vont pas tomber dans le panneau. Les Congolais savent où est la vérité et surtout qui ont enduré tant de sacrifices pour eux, pour leur bien-être. Je fais confiance à mes compatriotes. Tout ce que je demande simplement, c'est qu'on leur permette de voter et que ce vote, ces élections soient crédibles. Et les gens seront surpris. Ce n'est pas la visibilité ou ce ne sont pas les moyens qui font le candidat. Ça, c'est peut-être dans les pays développés, où ils ont bien mangé, ils sont rassasiés, ils n'attendent que de voir qui est celui qui présente le mieux, qui a le plus beau look, qui parle le mieux, etc. Oui. Ici, les gens sont dans un besoin, et des besoins primaires. Et ils ont vu que ceux qui sont au pouvoir ne font qu'aggraver leur situation au lieu de la résoudre. Nous allons la résoudre. Nous allons la résoudre et ils nous feront confiance pour ça. Voilà. Oui, Président, ici, je crois nous avions demandé à nos responsables des services de communication de faire les démentis sur un article qui est apparu dans un grand magazine, puisqu'on parle d'engouement, qui a dit « Est-ce que vraiment vous, les journalistes de Goma qui êtes dans cette salle, vous voulez dire que cette population qui vient nous attendre à l'aéroport jusqu'au stade Afia est de 2000 personnes parce que c'est ce que la police ici a communiqué. Nous comprenons les amis des jeunes d'Afrique puisqu'ils prennent les statistiques de la police. Mais ici à Goma, il y a des gens qui sont connus dans cette salle qui peuvent nous dire à peu près, puisque moi, Afia, quand le président dit que Afia a englouti beaucoup de leaders, en tout cas, sans fausse modestie, je crois que je suis le seul à avoir rempli Afia plus de 3 fois. Et aujourd'hui, avec le président, les autres ont essayé,
Et Afia, même moitié, ce n'est pas vrai. J'ai vu des meetings, une fois dans Afia, on m'a montré un bout de coin là. C'est déjà beaucoup. Le bout de coin de Afia, si vous avez les 1/10, estimez-vous. Hubert, oui, Hubert, là, il anime beaucoup de choses ici. Vous, là, Hubert, les autres journalistes, Afia à peu près, vous estimez ça à combien?